Qu'ils soient en activité, à la retraite ou bien simplement qu'ils aient côtoyé l'univers du sport de haut niveau, nos invités sont ici pour nous livrer leur parcours dans le monde du sport. Dans ce podcast, ils viennent parler à cœur ouvert des choix parfois difficiles qu'ils ont dû faire, mais aussi des choix que la vie a fait pour eux. Grâce à eux, nous pouvons en savoir plus sur les coulisses des vies qu'ils mènent. Ils racontent leur intimité en passant par les blessures physiques ou psychiques et bien plus encore. Telle une bonne passe, ce podcast est une dose d'expérience, de conseils et d'émotions que ces personnes aux vies extraordinaires nous délivrent avec un toucher bienveillant. Bah écoute Anne-Sophie, je vais te laisser te décrire. Est-ce que tu peux dire 3 mots qui te définissent et pourquoi tu as choisi ces mots-là? Ouais, on commence fort parce que franchement, la question, elle est quand même pas simple. Habituellement, c'est plutôt moi qui pose ce type de questions d'ailleurs, de qui tu es. Et, je dirais que, premier mot, je dirais que je suis plutôt à l'écoute des gens. Je suis quelqu'un qui aime bien écouter les autres, les histoires, leurs histoires, les récits de vie, les expériences. En fait, j'ai plutôt tendance à écouter plutôt qu'à parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est aussi un exercice qui est compliqué pour moi. Et puis après, je dirais que je suis quelqu'un qui aime la compétition. C'est un peu là où j'ai puisé, on va dire, l'idée du sport et dans lequel je me retrouve. Je suis quelqu'un qui aime le challenge, le défi. Tout ce qui est dépassement de soi, c'est vraiment quelque chose qui est une valeur forte chez moi. C'est plus compliqué, en fait, plus c'est compliqué, plus j'ai envie d'y aller, en fait. Et après, je dirais que j'ai un esprit d'analyse. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, sans forcément me prendre la tête. Enfin, je pense. Je ne sais pas si les gens autour de moi diraient la même chose, mais en tout cas, j'ai pas cette impression de me prendre beaucoup la tête. Mais j'aime bien décortiquer en fait les situations, les comprendre, analyser les différents contextes, comprendre un peu les enjeux qui se jouent dans les situations, les rôles de chacun. Voilà, je dirais ces 3 mots-là. Le bon profil type de la prépa mentale, quoi. C'est le profil parfait. Le bon, je sais pas, mais en tout cas, ça fait partie effectivement de mon identité, quoi. Et du coup, ton enfance, un peu, est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi? Oui, alors moi je viens d'un petit village en Champagne-Ardenne, donc à un peu plus d'1 heure de Reims. C'est un petit village de 400 habitants. La moyenne d'âge, je dirais que ça doit être dans les 50 ans, 60 ans. C'est quoi le nom du village, juste? Ça s'appelle Gay. G-A-Y-E. Des habitants de Gay. Voilà, on me passe le bonjour. Je suis pas sûre qu'ils écoutent des podcasts, mais... Ils vont commencer maintenant, ils vont commencer. Je suis fille d'agriculteur, donc la valeur vraiment du travail et de l'effort, c'est quelque chose, j'ai grandi avec. C'était très présent. Donc après, jusqu'au lycée, on va dire que j'étais plutôt bonne élève, j'avais plutôt intérêt, on va dire. Après le lycée, ça m'a un peu moins intéressée. Je savais pas vraiment quoi faire comme métier, je pense comme la majorité des lycéens aujourd'hui. Je savais que je voulais aider les autres, mais j'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire. J'ai passé du coup mon bac difficilement, je l'ai eu au rattrapage. Et puis après, je me suis inscrite en prépa pour me donner, on va dire, une année pour réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Et surtout, je suis montée à la capitale. Donc ça a changé ma vie quand même. Je me suis retrouvée dans une coloc, gare du Nord, dans un immeuble de 200 habitants. Il y avait plus de monde dans mon immeuble que dans toute ma rue de quand j'habitais chez mes parents. Et là, ça a été vraiment le choc des cultures, quoi. J'ai vraiment découvert la vraie vie, quoi. Et du coup, j'ai fait beaucoup de stages dans cette prépa. Je voulais tester différents métiers. Du coup, j'ai bossé pour la Croix-Rouge, j'ai fait les maraudes avec le SAMU social. Voilà, je me suis vraiment confrontée un peu à la misère du monde.
Et je me suis dit que comme je voulais aider les autres, il fallait que je fasse un métier qui était un peu en lien avec ça. Et donc du coup, je me suis orientée vers le métier d'éducatrice spécialisée. Donc j'ai passé mes concours après ma prépa. J'avais 18 ans à l'époque, hein, donc on me disait que c'était impossible de passer ces concours-là, que je les aurais pas, parce que finalement j'allais me retrouver à accompagner des gens qui étaient plus âgés que moi. Et puis au final, je crois que c'est ce qui m'a plu dans le challenge, en fait, de me dire si c'est impossible, je vais le tester, quoi. Et finalement, j'ai eu 4 concours sur 5. Donc j'ai eu un choix à faire et je suis partie à Nogent-sur-Seine. Donc là, j'ai étudié pendant 3 ans dans une école d'éduc. Et puis j'ai multiplié en fait les stages, les expériences. Voilà. J'ai eu mon examen au bout de 3 ans. J'ai trouvé tout de suite du boulot. Il n'y a pas de chômage, hein, dans le métier du social. Et j'ai bossé dans des foyers de l'enfance et notamment en protection judiciaire. Donc là, je voulais du challenge, je voulais tout ça, j'ai été bien servie. Et surtout, je me suis rendu compte que en fait, c'était pas avec ce métier-là que j'allais changer le monde, quoi. Parce qu'il y avait énormément... il y avait énormément d'administratifs. Au final, je passais très peu de temps avec les jeunes. Il manquait beaucoup de moyens. Enfin, tout ce qu'on peut retrouver dans les métiers du médical, du social. Enfin, voilà, quoi. Et donc, je me suis dit, ouais, il faut repenser le système, en fait. Mais je savais que c'était pas avec ma place d'éduc que j'allais le faire. Donc du coup, je suis restée quand même pendant 2 ans. J'ai multiplié les expériences, j'ai fait pas mal de CDD pour pouvoir un petit peu comment ça se passait à gauche, à droite. Et puis, j'ai décidé de reprendre mes études. Donc, j'habitais toujours sur la région parisienne, donc j'avais forcément besoin de payer mon loyer, manger, etc. Donc, j'ai continué de bosser, mais j'ai fait une licence par correspondance. Et puis après, j'ai enchaîné avec un master en cours du soir. Et une fois que j'ai eu mon master, on m'a proposé de continuer, en fait, de poursuivre en doctorat. Mais bon, moi, j'étais fatiguée, en fait. Ça faisait 3 ans que j'enchaînais le boulot, les études. Donc, j'avais dit, OK, ça m'intéresse, en fait, parce que je sais que c'est l'occasion de faire de la recherche et de pouvoir repenser le système, voir ce qu'on peut faire, etc. Mais j'étais quand même partagée avec le fait de me réinvestir encore 3 années supplémentaires avec mon job à côté. Et donc, du coup, j'ai dit OK, mais pas dans les conditions dans lesquelles que j'ai connues jusqu'à présent. Donc, on m'a dit, le seul moyen, c'est d'avoir une bourse et de passer un concours pour avoir une bourse. Donc, on m'a prévenu que ça allait être compliqué, qu'il y avait peu d'élus. Je crois que c'est encore ça qui m'a plu, sur le fait que c'était compliqué. Et puis, du coup, j'y suis allée. Et j'ai obtenu une bourse de recherche. Donc, j'ai réenquillé pour 4 ans, du coup, de doctorat. Et c'est pendant mon doctorat qu'en fait, j'ai commencé finalement à me familiariser avec le sport et à approcher le sport, on va dire. Et comment t'es arrivé au sport? Je sais pas, t'as eu des entretiens avec des sportifs ou sportives? Comment ça s'est passé en fait? Ton premier En pas fait, là-dedans? ouais, en fait, j'appartenais, quand j'étais en doctorat, j'appartenais à un labo de recherche qui s'intéressait aux histoires de vie, parce que moi j'aime bien écouter les gens, donc j'aime bien écouter les vies des uns et des autres. Et en fait, j'avais des entretiens à faire, voilà. Et j'habitais à l'époque à Levallois, juste en face du gymnase Marcel Cerdan, pour ceux qui connaissent. Et donc, du coup, tous les jours, je voyais l'équipe à l'époque de Paris-Levallois qui s'entraînait, qui entrait, qui sortait, etc. Et je me suis dit, finalement, ces sportifs, ils ont peut-être des choses aussi à raconter, quoi.
Et, ben, j'ai pris mon courage à deux mains. C'était pas facile parce qu'il fallait oser aller voir les gens, aller voir les joueurs, dire OK, j'aimerais bien faire un entretien avec toi. C'était voilà, sans savoir vraiment finalement ce que ça allait donner, quoi. Surtout des grands steaks de plus de 2 mètres. C'est ça. C'est vrai, physiquement, ils imposent les mecs. Donc c'est vrai que je te comprends, ça doit pas être facile d'aller voir des gens, surtout que déjà, aller voir des gens quand tu les connais pas, et quand en plus physiquement ils sont imposants. Et surtout que la première chose qu'on nous demande souvent, c'est OK, mais pourquoi faire? À quoi ça va servir? Je veux bien te partager un moment, mais qu'est-ce que tu veux en faire? Et qu'est-ce que tu. Voilà. Et en fait, j'avais pas de réponse à cette question, quoi. Je voulais juste voilà, partager un moment de vie. Et en fait, c'était à l'époque, c'était Vincent Poirier, Louis Labeyrie qui étaient là. Et en fait, ils ont tout de suite été OK. Ils m'ont dit OK, bah oui, pas de souci et tout. Donc, du coup, j'ai fait mes entretiens avec eux. Et puis progressivement, en fait, de fil en aiguille, finalement, j'ai rencontré quasiment tous les joueurs de l'équipe. Et puis, une fois que j'ai eu tous ces entretiens, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, quoi. Donc, quand je ne sais pas ce que je dois faire, souvent, je laisse poser un peu. Donc, j'ai laissé ça sur un coin de table pendant 2-3 semaines. Et finalement, c'est un joueur qui est revenu vers moi et qui m'a dit, en fait, l'entretien qu'on a fait, ça m'a fait réfléchir sur les choses, ça m'a fait prendre du recul sur la situation, sur ma vie et tout. Et franchement, ça m'a fait du bien. Et il m'a demandé si finalement, on pouvait faire la même chose avec son sport. Alors moi, j'en avais aucune idée. Je savais que je savais mener un entretien, que je savais amener la prise de conscience de certaines choses, mais je ne savais pas si ça allait être efficace dans le sport, quoi. Mais je lui ai dit, ouais, on peut tester, on peut essayer. Et donc, du coup, je lui ai demandé en fait de revenir avec son PC et un match qu'il voulait un petit peu décortiquer. Et on a fait un premier entretien d'auto-confrontation. Donc, en fait, il a positionné le curseur de son lecteur sur une action qu'il voulait décortiquer. Et en fait, on a travaillé autour de ce moment-là. On a cherché à expliciter ce qui se passait, etc. Et en fait, au bout de quelques temps, il a compris certaines choses. On a amené cette prise de conscience. Donc, lui, il était content. Moi, j'étais hyper frustrée. Je savais que j'avais aidé, mais quelque part, je lui proposais pas de solution, quoi. On avait identifié la difficulté, on avait identifié effectivement des récurrences, des choses qui revenaient dans le match, des comportements similaires, des émotions qui arrivaient. Mais en fait, je n'offrais pas d'accompagnement, je n'offrais pas de solution derrière ça, quoi. Et donc, moi, ça m'a beaucoup frustrée. Et donc, du coup, la fac où j'enseignais, juste à côté, il y avait une autre fac qui proposait en fait un diplôme universitaire en prépa mentale. Et je me suis dit, il faut que j'y aille en fait, parce que si je veux aider, il faut que j'ai tous les outils pour. Donc, du coup, je me suis formée à la prépa mentale. Et puis après, j'ai continué ce travail. Je me suis remis au basket, parce que j'en faisais un petit peu quand j'étais jeune, mais j'avais arrêté le basket. Je me suis remise au basket parce que j'avais besoin d'avoir les sensations en fait de ce sport pour pouvoir le toucher en fait. Et puis il me manquait les règles en fait. Je me rappelais plus des règles, je me rappelais plus des. Tu marchais sans dribbler. Et donc du coup. Non, pour jouer, mais si tu veux, quand tu décortiques un match, pour vraiment comprendre l'action qui est en train de se jouer, et puis les systèmes de jeu, et puis, voilà, il me manquait plein d'outils, en fait. Donc, je suis allée à la FFBB, et puis je me suis formée, en fait, à tout ce qui est table de marque. J'ai appris le code de basket par cœur. Et puis, en fait, j'ai été bénévole pendant plusieurs années, du coup,
au club de Levallois pour faire des tables. Et ça m'a permis de voir vraiment, tu vois, le jeu qui se déroule, les matchs, même si on est sur pas du niveau pro, quoi, en fait, au final, d'être dans l'ambiance du match et voilà. Puis j'ai rencontré des coachs, voilà, d'autres joueurs, etc. Et c'est là que j'ai rencontré finalement le premier coach qui m'a vraiment fait confiance sur la prépa mentale. J'avais terminé mon diplôme universitaire et là, j'ai rencontré Emmanuel Pinda, qui était à l'époque coach espoir à Levallois. Et donc, il m'a fait confiance et on a monté un projet pour les jeunes espoirs donc à Paris-Levallois. Comment on devient un peu préparateur ou préparatrice mentale? C'est combien de temps d'études? À quel moment on se dit je suis prêt à pouvoir accompagner des gens, à les aider? À quel moment tu t'es dit je suis prête à le faire et tu as mis en place le travail pour devenir préparatrice mentale, on va dire? Alors, après, j'ai envie de dire l'accompagnement, je me sentais déjà prête dans le sens où en école d'éduc, c'est ce que tu apprends. Accompagner les gens, être dans l'empathie, être dans l'écoute, être dans une position où justement tu accompagnes et pas tu te situes en position basse et pas tu tires pas sur les cheveux des gens pour qu'ils grandissent, quoi. Donc l'accompagnement, je me sentais prête, je me sentais avoir les outils pour pouvoir accompagner. Par contre, ce qui me manquait, c'était les outils, donc plutôt la partie technique, vraiment. Et ça, je l'ai appris effectivement dans le diplôme universitaire. Après, sur les formations de préparation mentale, j'ai envie de te dire qu'il y a un peu de tout. Il y a des formations qui durent 4 jours, 5 jours, et puis il y a des formations qui durent 2 ans, quoi. Donc, tout dépend le niveau on va dire, de profondeur dans lequel tu as envie d'aller. Après, il faut savoir que préparateur mental, c'est pas un métier qui est réglementé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, tu veux te mettre préparateur mental, tu peux sans diplôme, quoi. Mais c'est un peu le problème aujourd'hui. C'est ça où je voulais en venir aussi, c'est qu'il y a plein de gens, bon, moi j'en connais un en particulier, pour mes amis qui écoutent le podcast, ils comprendront, mais il y en a plein qui se disent préparateur mental, mais alors qu'ils y connaissent rien, quoi. Tu vois, comme tu disais, Anne-Sophie, ils font un stage de 3-4 jours et hop, c'est bon, ils ont leur diplôme en carton et ils disent qu'ils peuvent accompagner des gens, alors que c'est complètement faux. Et faire comprendre aussi aux auditeurs et aux auditrices que faut choisir la bonne personne, il faut vraiment avoir confiance en elle pour se livrer, en fait, au final. Hein, c'est ça, c'est un peu comme c'est le rôle d'une psychologue, au final, préparatrice mentale, sauf que c'est 2 métiers différents quand même. Parce que on n'est pas dans une thérapie quand on est en... Oui, voilà, c'est ça. C'est plus, on va traiter, comme tu disais, l'instant T, enfin, je sais pas, on se met dans la place d'un basketteur, du basketteur, c'était qui? C'était Vincent Poirier qui t'a ramené l'ordi pour parler de ses frustrations en match ou autre. Et donc, toi, ton métier, concrètement, tu fais quoi à ce moment-là quand un joueur il vient te voir et il te dit, bon, ben, Anne-Sophie, ça va pas, aide-moi. Déjà, comment dire, il faut positionner correctement l'objectif. C'est-à-dire que souvent, les gens viennent en ayant identifié une problématique, en se disant tiens, j'ai besoin d'apprendre à gérer mes émotions, j'ai besoin de diminuer la pression à tel ou tel moment, etc. Moi, je dis tout le temps, c'est le haut de l'iceberg, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit, mais il y a d'autres choses qui se jouent en dessous. Et parfois, c'est pas le bon objectif. C'est-à-dire que c'est juste finalement l'impact, la façon dont se rend visible une autre problématique. Par exemple, je vais te dire, tiens, tu as du mal à gérer tes émotions sur le terrain, mais en fait, c'est parce que, par exemple, tu n'as pas construit de routine stable avant de te mettre dans ton match. Donc, en fait, tu peux voir le haut de l'iceberg en te disant c'est un problème de gestion émotionnelle, mais finalement, le problème, il est ailleurs. Donc, il y a déjà une phase de diagnostic un petit peu, entre guillemets, pour te dire, on va chercher
où se situe vraiment le point de blocage, quoi. Et puis, moi, je dis tout le temps qu'avant d'être basketteur, basketteuse ou sportif, les gens, c'est des êtres humains, quoi. Et ils ne seront jamais sportifs avant d'être êtres humains. Donc, du coup, il faut savoir aussi qui ils sont, en fait. Et il y a énormément de travail qui se fait aussi sur la connaissance de soi, quoi. Et tu disais tout à l'heure qu'il y a. Donc, t'as Emmanuel Panda, c'est ça? Oui. Donc, qui a accepté que vous travaillez ensemble. Mais est-ce que tu as eu beaucoup de refus ou alors est-ce que tu as eu des coachs qui te disent non, mais ça, Anne-Sophie, ça sert à rien. Ouais, Enfin, bien comme sûr. nous, mon mari et moi, on l'a beaucoup entendu ça pendant notre parcours. Non, mais la prépa mentale, ça sert à rien. C'est Mm. comme disait Raphaël Poulain qu'on a eu, qu'on a eu récemment. Il disait non, mais moi, je suis coach. C'est moi le coach. C'est moi qui gère les émotions. C'est moi qui gère ça. C'est mon métier de faire ça. Mais non, il y a des gens qui ont fait des formations qui sont plus aptes et qui ont les outils à gérer ça, en fait. Et est-ce que, justement, voilà, toi, tu as eu des gens qui t'ont dit, non, mais ce que tu vas me faire, ça me sert à rien, j'en ai pas besoin. Déjà, la démarche de prépa mentale, faut que ce soit une démarche volontaire, hein. On ne peut pas forcer quelqu'un à entrer dans une démarche de préparation mentale. Donc, il faut déjà que la personne, elle soit convaincue. Après, je pense que est-ce qu'aujourd'hui, en fait, la préparation mentale, elle a la place qu'elle devrait avoir dans le sport? Clairement, non. Clairement, non. Pourquoi? Parce que c'est un peu une articulation qu'il doit y avoir entre une prise de conscience chez les athlètes. Donc ça, on commence à l'avoir, hein. Les athlètes commencent à être convaincus que finalement, la différence, elle se fait aussi sur le mental, que voilà. Mais il y a cette articulation, elle doit se faire aussi en corrélation avec l'entraîneur, quoi. Et c'est là que ça devient un peu problématique parce qu'on a énormément de gens qui s'imaginent que parce qu'ils ont été sportifs de haut niveau ou parce qu'ils ont été athlètes, ils sont à même d'accompagner en préparation mentale d'autres personnes. Alors, certes, tu peux faire du partage d'expérience, tu peux donner des tips, des conseils, etc., sur comment ça s'est passé pour toi et en discuter avec la personne. Mais la prépa mentale, c'est pas ça. Et comme on a une majorité en fait de gens, d'entraîneurs qui sont d'anciens sportifs, comme ils sont passés par ce chemin, ils peuvent s'imaginer qu'ils sont à même de gérer cet aspect-là, quoi. Donc oui, des refus, il y en a. Après, il y a 15 ans, la prépa physique, elle n'avait pas non plus la place qu'elle a aujourd'hui. C'est vrai. On se disait la même chose pour les préparateurs physiques. Et est-ce que il y a aussi le fait, par exemple, il y a un sportif, je sais pas, bientôt il y a Paris 2024, il a un gros objectif, il veut faire Paris 2024 de son objectif, et du coup, il va choisir un ou une préparatrice mentale, et dès que cet objectif-là, il est fini, il arrête tout et il pense qu'il a déjà toutes les clés, mais est-ce qu'il faut toujours continuer pour garder ça en soi? Est-ce qu'il faut toujours continuer le préserver? Parce qu'il y a cette erreur qui peut être faite souvent, je pense, et c'est pareil en préparateur physique, en préparation physique, dans tout, quoi. On se prépare pour un truc, mais dès que l'objectif est passé, on oublie tout et on retombe dans nos travers, entre guillemets. Ouais. Moi, je dis toujours que finalement, c'est un peu comme l'ostéo. Par exemple, vous allez chez l'ostéo, l'idéal, c'est d'aller chez l'ostéo quand on a pas mal. Il faut anticiper, il faut faire un peu de prévention. La prépa mentale, c'est pareil, en fait. C'est pas forcément au moment où on a le problème qu'il faut y penser. Il faut justement maîtriser les outils, savoir comment on fonctionne, comprendre un petit peu ces schémas de fonctionnement pour se dire le jour où ça m'arrive, le jour où il se passe quelque chose, j'ai tous les outils pour. Donc ça, c'est la partie prévention. Après, on a la partie plutôt, on va dire, curative, où on se dit, tiens, finalement, j'ai rencontré ce problème et je me suis retrouvée en difficulté et je n'ai pas pu le gérer, donc je vais faire appel à un préparateur mental parce qu'il va me donner des outils. Donc là, on va
on va cibler un objectif bien précis. La prépa mentale, c'est comme l'entraînement physique. Je veux dire, c'est un entraînement, c'est du travail, c'est de la répétition. C'est pas parce qu'on va maîtriser, on va avoir l'outil qu'on va maîtriser et qu'on va savoir s'en servir tout de suite. Je pense par exemple à la visualisation. Toutes les techniques de visualisation ou tout ce qui est imagerie mentale, si on ne s'entraîne pas tous les jours, si on ne le fait pas correctement, en fait, ça ne sert à rien, quoi. Donc, oui, c'est des choses qu'il faut répéter, qu'il faut ancrer dans la pratique du sportif. Par contre, est-ce que j'ai besoin constamment d'un préparateur mental? Non. Parce qu'il ne faut pas créer non plus de dépendance entre le sportif et le préparateur mental. Il n'y a pas de timing par rapport à un objectif, mais on va dire que moi, j'estime, en tout cas dans mes séances, quand j'ai fait entre 7 et 10 séances pour un objectif, ça doit être résolu. Si ça ne l'est pas, c'est qu'on a mal positionné l'objectif ou que la personne ne s'est pas entraînée, n'a pas investi le travail, n'a pas saisi ou la technique ne lui convient pas. En tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Sinon, on a des résultats. Ok. Et surtout, on n'a pas besoin d'un préparateur mental pendant toute sa carrière. On va en avoir besoin à certains moments, tout comme on a besoin d'un kiné de temps en temps, qu'on a besoin d'un ostéo de temps en temps, qu'on a besoin d'un psychologue de temps en temps. C'est un outil qu'on a à disposition, mais c'est absolument pas quelque chose qu'on a forcément à garder tout le temps auprès de soi, parce qu'on crée en fait de la dépendance. Il faut aider le joueur à savoir s'en sortir tout seul et à être autonome avec les outils qu'on a à disposition. Donc, si on est tout le temps là, ça veut dire que le joueur n'a pas cette autonomie-là. C'est comme pour les enfants au final. Le but d'un accompagnement, c'est qu'à la fin, on n'en ait plus besoin. Bien sûr. Ok, et du coup, là, tout à l'heure, tu parlais des techniques et tu disais que tu attendais au bout de la 7e séance, tu voyais que ça ne marchait pas. Soit la technique ne marchait pas, soit c'était ton patient qui ne faisait pas forcément ce qu'il fallait. Et est-ce que toi, tu as plusieurs techniques pour accompagner tes patients, justement, ou alors tu en as une que tu préfères et tu testes d'abord celle-là, ou c'est vraiment en fonction de la personne, tu vas t'adapter à elle et lui proposer ces techniques-là? Moi, je m'adapte et je pense que c'est important de s'adapter parce que finalement, tout le monde réagit différemment, tout le monde a des besoins différents, tout le monde a des attentes différentes et on ne va pas tous utiliser les mêmes outils. Moi, j'utilise un peu tout ce qui est pratique narrative parce que la mise en récit, etc., c'est ce sur quoi je suis formée, donc les techniques d'entretien et l'analyse du récit. Ça, je pense que c'est une marque de fabrique parce qu'il y a peu de préparateurs mentaux qui le font. Mais après, j'utilise des techniques classiques, l'imagerie, la cohérence cardiaque. Je suis sophrologue aussi, donc la partie de sophrologie, tout ce qui est lié à la relaxation, à la dynamisation, les techniques de respiration. Voilà. Maintenant, moi, je me dis toujours, c'est comme si j'avais une grande boîte à outils et en fait, la personne, il faut qu'elle puisse piocher les choses qui lui parlent et les outils dont elle a besoin. Moi, je vais préconiser en disant, voilà, cet outil, je pense que ça peut vraiment t'aider, je pense que si tu l'utilises comme ça, etc. Mais si la personne, elle accroche pas, il faut trouver un autre outil. Et il faut savoir adapter les outils, justement. Ta spécialisation, elle consiste en quoi, du coup? Tu dis que c'était le récit... Est-ce que moi, j'ai perdu le nom? Ouais, plutôt la partie de mise en récit, c'est-à-dire Voilà, que mise en récit. Ouais, la personne, quand on se raconte, on laisse passer en fait, on laisse passer des choses, des mots qu'on utilise, des choses sur lesquelles on revient, etc. Et quand on analyse ce récit, on arrive à sortir, à tirer un peu des fils sur des blocages ou des choses qui sont redondantes dans le mode de fonctionnement.
Je vais te donner un exemple plus concret peut-être. On est tous les trois là, par exemple, en train d'enregistrer ce podcast. Si à la fin de l'enregistrement, quelqu'un nous interviewait pour nous demander comment ça s'est passé, même si on a vécu la même situation au même moment, au même instant, on aurait 3 avis qui seraient complètement différents. On aurait 3 choses on mettrait en récit les choses de 3 façons différentes. Et en fait, c'est ça qu'on va venir chercher, c'est la façon dont la personne, elle se raconte. En l'analysant, on va pouvoir sortir des éléments qui font partie de ces schémas récurrents. D'accord. Et est-ce que le Covid, ça a eu un impact sur ton travail, positivement ou négativement? Est-ce que tu as vu plus de gens venir te consulter avant ou après, depuis le Covid? Est-ce qu'il y a eu un gros changement entre 2019 et aujourd'hui? Disons que le Covid, je dirais que le Covid, ça a peut-être ouvert la porte au fait qu'on en parle plus. C'est-à-dire que comme les gens ont vécu des situations de mal-être pendant le Covid, mais ça continue encore d'ailleurs, même si le confinement, tout ça est terminé, il y a des impacts sur la population qui font que les personnes ne sont pas forcément dans un épanouissement total. Comme ils ont connu ces situations de difficulté, ils sont plus à même d'imaginer que ça peut arriver chez d'autres. Ils sont plus ouverts pour l'entendre. Du coup, je pense que ça fait moins peur et qu'on en entend plus parler. C'est-à-dire de se dire, tiens, il faut les techniques de respiration, ça se démocratise, les applis pour les applis de cohérence cardiaque, les choses comme ça, tous les petits outils en fait que les gens ont utilisés pendant le confinement, sur lesquels on a mis le focus parce que finalement tout le monde était isolé, ça se poursuit. Et je pense que c'est une bonne chose au final parce qu'on en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus d'adeptes de la méditation, de la sophrologie, du yoga, etc. Donc on commence en fait finalement à entendre parler un petit peu plus aussi de la préparation mentale. Et est-ce que toi, pendant cette période, tu as été beaucoup sollicité par tes patients? Ou est-ce que tu as ressenti un réel besoin, est-ce qu'ils étaient encore plus en demande à ce moment-là? Plus en demande, on va dire que c'était des demandes différentes. On n'était plus sur des choses parce que finalement tout s'était un peu arrêté. Les gens, les sportifs, dès qu'ils étaient positifs, finalement ils étaient confinés. Parfois au début pendant des mois parce que à partir du moment où tu ramenais pas un test négatif dans un gymnase, tu pouvais pas y remettre les pieds. Donc des fois il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'arrêt. Donc c'était plutôt face des difficultés à gérer un peu l'incertitude. C'est-à-dire on ne sait pas ce que ça va devenir, quoi. On ne sait pas ce qu'on va faire demain. Plus des demandes de ce style-là, plus que finalement des choses, des objectifs, on va dire, liés à la pratique sportive. Il y avait beaucoup de stress de leur part à gérer. Et ça, justement, comment est-ce que toi, tu gères leur stress dans des phases de down, comme avec le Covid? Comment, toi, est-ce que tu gères ça? Je pense que l'écoute, déjà, c'est indispensable, hein, de reconnaître aussi que la personne elle a le droit d'être dans cet état-là, parce qu'il y a aussi tout un peu une image derrière le sportif. Hein. On s'imagine des personnes surhumaines, des super-héros qui ne sont jamais touchés par ce type de problématique. Donc déjà, le fait de pouvoir être écouté et de pouvoir admettre d'être dans cette situation et de l'accepter, c'est déjà la première marche. Et puis après, on a des techniques, mais tout comme monsieur et madame tout le monde, hein, au final, des techniques de gestion du stress. Il n'y a pas de différence. Gérer un stress pour le sport ou gérer un stress pour le boulot, au final, les techniques, elles sont similaires. Hein. Les pensées
négative, on va utiliser la mise en place de switch, etc. Mais c'est valable dans n'importe quel contexte, n'importe quel environnement. Ok, c'est quoi le switch? C'est la capacité justement de passer d'une idée négative à une pensée positive. D'accord. C'est-à-dire qu'on va créer en fait, on va dire qu'on a une réponse automatique qui se met en place, c'est-à-dire tiens, je rate une action, je me mets dans une mauvaise disposition, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit je suis nulle, j'y arriverai pas, etc. Donc là, on est dans la pensée négative. Et ça, c'est, on va dire, la pensée automatique qu'on va avoir. Et le switch, l'idée, c'est de déprogrammer cette pensée négative et de pouvoir la remplacer par une pensée positive. Et plutôt de se projeter sur la prochaine action. Donc, on va, en fait, finalement, un petit peu empêcher cette pensée négative d'arriver en la switchant par une pensée positive. D'accord. Et est-ce que toutes ces méthodes-là qu'on donne un peu pour les sportifs, est-ce que c'est transposable entre le côté sportif et le côté entreprise, la vie de tous les jours? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, le switch, clairement, il est utilisable dans le monde de l'entreprise, par exemple. Je n'arrive pas à rendre le dossier en temps et en heure. Je me sens pas bien, je suis nulle, je manque de reconnaissance, etc. Le switch, il marche là aussi. C'est-à-dire qu'on va déprogrammer la pensée négative et puis on va la remplacer par quelque chose de positif. En entreprise, après, dans mon parcours, après m'être installée en freelance pour accompagner des sportifs, j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que coach en entreprise pendant 3 ans. Et là, j'accompagnais des managers, des dirigeants qui sont confrontés finalement, alors dans un contexte, un environnement qui est différent, mais qui sont confrontés aux mêmes problématiques que les sportifs, des difficultés de concentration, de la gestion émotionnelle, de la gestion du stress, de la prise de décision, des stratégies à mettre en place, de l'adaptabilité et de la résistance au changement. Tout ça sont des problématiques qui sont communes finalement à n'importe qui. On différencie beaucoup les sportifs et ceux qui travaillent dans la vie de tous les jours, entre guillemets, même si j'aime pas trop dire ça, mais on voit que clairement, il y a des choses qui nous rassemblent, quoi. Ah oui, des similitudes de ouf. Il y a des similitudes et je pense que l'entreprise a beaucoup à apprendre du sport, mais le sport a aussi beaucoup à apprendre de l'entreprise. Il y a vraiment une articulation qui doit se faire entre les deux, mais l'un peut inspirer l'autre. Après, quand on est dans le monde de l'entreprise, on n'a pas affaire à des gens pour qui leur travail, c'est toute leur vie, quoi. On n'est pas dans le même contexte. Voilà, les gens ont une posture un peu différente. Quoique, il y a des personnes qui vivent que pour leur travail, mais on n'est pas dans la même dynamique quand même de positionnement. Mais après, les problématiques, elles sont similaires. Déjà, on le voit de plus en plus. Enfin, il y a des postes quand tu es manager dans une entreprise, le fait de gérer une équipe, on peut retransmettre ça sur un capitaine d'une équipe, par exemple, qui doit gérer ses coéquipiers, ou un coach, pareil. Et bon, il n'y a pas forcément les mêmes problématiques en interne, mais il y a la problématique générale de je dois gérer un groupe, je dois gérer. On a un objectif collectif, on a un objectif commun. Et je dois pousser mes collaborateurs, mes coéquipières, peu importe, à atteindre cet objectif-là. On a aussi, la dynamique d'équipe, elle reste la même. Comme tu le disais, l'objectif commun, mais aussi la motivation du groupe, la démotivation parfois, les conflits, voilà, tout ce qu'on peut retrouver dans une équipe. C'est ça. Et du coup, par rapport à ça, juste une question, je pense que c'est un peu une question en aparté, mais toi, tu as travaillé dans les deux milieux. Est-ce que tu penses qu'être sportif,
ça a un avantage pour plus tard, dans la reconversion, intégrer une entreprise? Je pense que le sport développe vraiment certaines compétences, des soft skills qui sont favorables, on va dire, et intéressantes pour l'entreprise. Par exemple, l'adaptabilité, la flexibilité, le dépassement de soi, le fait de un peu la résilience, hein, le fait d'être capable de rebondir après un échec, tout ça. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles l'entreprise, je pense, peut miser. Après, il y a aussi après les compétences techniques à avoir. Donc, je pense que c'est une base, on va dire. C'est une base. Les valeurs du sport, si c'est des valeurs qui sont communes dans l'entreprise aussi, ça peut être... Ça me rassure parce qu'en ce moment, je suis en plein dedans. Là, je dois valider une VAP. Donc, VAP, définition, s'il te plaît, parce que... une VAP, c'est une validation des acquis professionnels, monsieur. Merci. Donc voilà, c'est vrai qu'en ce moment, je suis en plein dedans. Donc, ça me rassure ce que tu me dis. Mais après, la reconversion des sportifs, c'est une grande question. Hein. Ouais, Et je pense que les sportifs n'y pensent pas assez tôt, quoi. mais parlons-en, tiens, parlons-en, justement. Parce que on parle, tu vois, là, on a fait déjà deux épisodes avec Raphaël. On a fait Raphaël Poulain et Adam Mokoka. Et avec Raphaël, on a parlé de la petite mort, tu vois. Mm. Et est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous détailler ça avec des termes techniques, parce que nous, voilà, on a un peu parlé de ça vaguement. On n'avait pas les termes techniques que toi tu as justement. Alors, en fait, comment je pourrais expliquer ça? La vie du sportif, comme tout moment de vie, j'ai envie de dire, qui change, comme le temps, par exemple, d'une retraite classique, voilà, comme une fin d'études, voilà, c'est une transition. C'est-à-dire qu'on va avoir un passage vers autre chose. On va changer de dynamique, on va changer de contexte, on va changer d'environnement, etc. Et cette phase de transition, cette phase de changement, c'est des reconfigurations intérieures et notamment psychologiques qui sont importantes. C'est-à-dire qu'on n'a plus le même rythme, on n'a plus... il n'y a pas les mêmes attentes, on n'a pas le même rapport avec ses collègues, on ne retrouve pas la même dynamique, etc. Donc il y a à la fois de la nostalgie et en même temps ou de l'euphorie, l'un ou l'autre, et il faut faire ce moment de transition. Donc, et c'est parfois difficile, ces temps de transition sont parfois difficiles. Alors la reconversion d'un sportif, mais ça peut être aussi la reconversion de quelqu'un qui doit changer de métier, hein. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, moi je suis boulanger et demain je ne peux plus faire mon métier, je dois chercher autre chose, ça sera aussi une transition et cette entre guillemets petite mort, elle va aussi être, il va aussi la vivre, quoi. Est-ce qu'en tant que préparatrice mentale, toi, tu accompagnes des gens dans ces moments-là? Oui, on va utiliser d'autres outils et notamment la mise en récit va beaucoup aider parce qu'on va pouvoir, comment dire, penser à la suite. C'est-à-dire, c'est quelque chose, plus on va le préparer en amont, plus cette transition, elle va se faire doucement. Et plus la personne, elle va se projeter, même si on ne s'en rend pas compte, c'est parfois inconscient, on va se projeter dans quelque chose en se disant « ça va être autre chose après ». Si on ne l'a pas pensé, tout s'arrête et on ne sait pas. Et l'incertitude crée de l'angoisse. Donc plus on va l'anticiper, plus ça sera facile. Et le problème aujourd'hui avec les sportifs qu'on retrouve, c'est que
quand vous avez sûrement connu hein, le pôle, tous les centres de formation, etc. On travaille pour que finalement les joueurs n'aient pas autre chose à penser que leur performance. On fabrique des joueurs, on crée des usines un peu à champions et on fait en sorte que finalement ils ne pensent qu'à leur sport, qu'à leur perf. Sauf que dans ce système, quand on arrive à en sortir et qu'on sort effectivement professionnel, athlète, etc., c'est génial. Mais parmi toutes les personnes qui sont dedans, il y a une partie qui n'atteindra pas ce rêve. Et c'est des personnes parfois qu'on sacrifie au détriment pour pouvoir entraîner d'autres, etc. Ça fonctionne comme ça. Et donc, le fait d'avoir aussi un plan B permet de rebondir plus facilement, en fait. Pour ça que je dis souvent aux joueurs, n'arrêtez pas vos études, aux sportifs, n'arrêtez pas vos études, continuez, même si vous faites un BTS en 3 ou 4 ans, on s'en fout, continuez d'être dans cette démarche-là, de vous dire, il y a autre chose à côté. Il n'y a rien de pire, en fait, que de se dire, si j'ai pas mon sport, je suis rien. Mais comment on fait pour faire prendre conscience de ça? Parce que malheureusement, quand on est dans ce milieu-là, on est souvent entouré que de sportifs ou de sportives, que ce soit basket, foot, ou on est dans des pôles. Donc dans les pôles, il y a basket, foot, hand, etc. Donc on a tous le même objectif. On ne se rend pas forcément compte qu'à l'extérieur, il y a une autre vie et c'est celle-là la vie la plus importante et ce sera celle qui va être la plus longue surtout. Et c'est difficile de prendre conscience de ça quand on a 14-15 ans. C'est ça qui est difficile en fait. Et même, il y a un rôle aussi, c'est là où le rôle des coachs, il rentre en jeu, tu vois. C'est que même eux, ils te le disent pas. Tu vois, nous, par rapport à notre parcours, Montmartre, à quel moment nos coachs sont de formation, ils nous ont dit, bon les gars, allez en cours, faites des études, tu vois. C'est Non, fou. ouais, parce qu'il faut aller à l'entraînement des pros. Tu trompes ta vie. Des fois, tu dis, peut-être qu'ils me conseillent de faire ça, mais malheureusement, eux, ils pensent à leur, À leur pour intérêt, eux, ouais, à leur bien intérêt, sûr, alors que bien sûr. à notre détriment. Moi, merci, ça va, je suis satisfait de ce que j'ai aujourd'hui, mais je sais que sur le côté, il y en a qui étaient avec moi à l'époque et qui avaient même peut-être un meilleur talent que moi et qui n'ont pas réussi et qui peut-être vivront avec des regrets toute leur vie. Et à une époque, on leur a dit, va t'entraîner au lieu d'aller en cours et aujourd'hui, les fruits, ça n'a pas payé, quoi, on va dire. C'est un monde c'est un monde qui est fait pour ceux qui réussissent. C'est vrai. Voilà, tout est créé pour que les personnes qui ont le potentiel pour réussir réussissent. Par contre, c'est aussi un monde un peu de requins, quoi. Moi, la première fois où je suis rentrée dans un centre de formation et qu'on m'a dit non, mais lui, de toute façon, il a atteint son niveau, on n'espère rien, mais par contre, on en a besoin pour entraîner un autre joueur. Donc, du coup, il n'ira pas à l'école. C'est du sacrifice, en fait. Ouais, complètement. Et c'est surtout aussi, en fait, on devient vraiment des bouts de steak, quoi. C'est vraiment, on enlève toute la partie humaine et on est vraiment que, comment dire, on est représenté par notre niveau, par notre potentiel, mais il y a ce côté humain, il n'existe plus. Enfin, moi, de mon expérience, ah oui, Hugo, c'est un potentiel, donc faut faire ci. Après, quand je me suis blessé, ah bon, Hugo, c'est fini, bon, allez, on le met à la poubelle, il représente plus rien. Et c'est ça, en fait, c'est là que ça devient problématique, parce que quand t'as 15, 16, 17, 18 et qu'on te voit que comme ça, et que toi aussi tu te vois comme ça au final, parce que tu te dis, ouais, en fait, comment dire, c'est plus je suis Hugo, mais c'est je suis ce joueur qui a ce niveau-là, ou qui a ce potentiel-là, en fait. Et toi, dans ta tête, tu te dis ça, et t'enlèves tout ce côté humain, et c'est là où vraiment ça peut vite déraper. Et c'est là le problème, c'est là où
toi, justement, Anne-Sophie, bah, tu peux rentrer en jeu et déjà faire de la prévention sur ça et aussi un peu, pas former, mais ouais, prévenir les coachs ou les dirigeants d'un club à ce que il y a des façons de parler aux joueurs, quoi. Et surtout, moi, j'aimerais savoir, Anne-Sophie, est-ce que tu fais aussi de la prévention auprès des parents? Parce que Hugo, il dit, quand on est sportif, on se représente par un potentiel, un niveau, on se compare à notre voisin, à celui qui est sur le même poste, avec qui on est en concurrence. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait auprès des parents, enfin de toi, enfin je sais qu'il y en a un peu, mais est-ce que toi t'en fais pour dire votre enfant, c'est pas juste un sportif, peut-être qu'il va échouer et faut qu'il le comprenne et à ce moment-là, il faudra être là aussi pour l'aider à se relever parce qu'il n'y a pas que des Kylian Mbappé dans le monde. Donc, C'est vrai. Alors, enfin, en tout cas, dans ma pratique, je vais parler que pour moi, j'ai de plus en plus de parents qui m'appellent pour leurs enfants. Avant, c'était vraiment quand tu arrivais à un niveau, espoir, pro B, pro A, tu te disais, bon, j'ai un niveau professionnel ou en tout cas, je veux tendre vers ça, donc je vais prendre un préparateur mental. De plus en plus, il y a des parents qui appellent leur gamin est au pôle, justement, etc. Et ils ont 14, 15 ans et ils se disent, ah bah tiens, peut-être que la préparation mentale, ça peut être un atout. Alors, ils le voient dans lui donner une chance supplémentaire de réussir. Donc oui, la prévention, là pour le coup, j'accompagne le jeune, mais j'accompagne aussi le parent parce que ils sont souvent aussi démunis un peu par rapport à ça parce qu'au final, ils connaissent pas le monde du sport, la majorité. Sauf quand tu viens du milieu sportif et que les parents étaient sportifs aussi, mais il y a énormément de jeunes qui finalement intègrent le pôle ou intègrent les centres de formation, mais finalement, ils ne font pas partie d'une famille de sportifs. Et donc, du coup, ils n'ont aucune idée de comment ça se passe. Moi, je sensibilise beaucoup sur le fait de continuer l'école et de préserver le lien avec la scolarité. Et je pense qu'il y a de plus en plus quand même de centres de formation qui sont dans cette dynamique parce qu'on n'est pas là pour faire du gâchis humain, quoi. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Donc, il y a quand même, je pense, cette sensibilisation de plus en plus qui se fait. Et après, auprès des jeunes, moi, je leur dis tout le temps que le meilleur moyen d'atteindre son objectif, c'est d'en avoir plusieurs. Parce que s'il y en a un qui foire, on aura toujours la possibilité d'avoir le deuxième, quoi. Et ça peut mener au premier, en fait. C'est simplement le chemin que tu prends qui est différent. Mais le fait de penser plusieurs chemins, ça aide. Et souvent, je leur donne l'exemple des joueurs qui se blessent, parce que demain, on n'est pas à l'abri. Hein. Moi, je leur dis souvent aussi, tu n'es pas à l'abri demain que tout s'arrête, en fait. Même si tu es joueur pro, tu te fais les croisés, c'est terminé pour toi, tu ne peux plus revenir au niveau, et le basket ou le sport, c'est terminé. Qu'est-ce que tu vas faire? Et je leur dis souvent que les personnes qui, effectivement, sont blessées ou sont des blessés récurrents, quand on regarde les statistiques, c'est des personnes qui n'ont rien d'autre que leur sport. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent une telle pression qu'au final, ils se blessent, en fait. Parce qu'ils ne jouent pas relâchés, parce que... voilà. Ouais, la relation, la connexion corps-cerveau, enfin esprit-corps, on va dire, elle a un rôle majeur dans la Bien carrière sûr. dans la carrière sportive. et on a beaucoup parlé des autres, mais j'aimerais te poser une question. Comment toi tu fais pour faire la part des choses entre ton travail, quand par exemple, si moi, par exemple, je viens, je te raconte mes soucis et que tu m'aides, comment toi, tu arrives à faire la part des choses entre ton travail et ta vie personnelle? Est-ce que tu arrives à déconnecter entre les deux ou c'est difficile? Je crois que je ne cherche pas vraiment à déconnecter parce que, en fait, je pense que on n'est toujours qu'une seule et même personne.
sinon c'est qu'on a un autre problème qui s'appelle potentiellement la schizophrénie. Et que quand on n'est qu'une seule et même personne, c'est utopique en fait de penser qu'on a un bouton off et qu'on a la possibilité d'arrêter quelque chose, de laisser ça en suspens et de le reprendre le lundi matin quand on arrive au boulot. Donc on va toujours ramener des soucis du boulot à la maison et inversement, des problèmes de la maison au boulot. Par contre, donc cette coupure, en fait, je cherche même pas en fait à la faire parce que de toute façon, si je vous dis ne pensez pas à une clémentine, la première chose qui va vous venir à l'esprit, c'est une clémentine. Donc de toute façon, si je me dis ne pense pas aux soucis de Momar, ne pense pas à la défaite que tu viens de vivre, ne pense pas à... Voilà, c'est la première chose qui va rester. Donc, ça ne fonctionne pas. Par contre, on a d'autres outils pour pouvoir, on va dire, gérer ces moments qui sont aussi des moments de transition, du coup, de basculement d'un état à un autre. Et moi, j'utilise beaucoup ce que j'appelle un peu les sas de décompression avec la mise en place de routines. Tout ce que je fais avec les sportifs, je le fais dans ma vie. Les routines, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose de rassurant, c'est quelque chose qui va pouvoir programmer le cerveau pour passer dans un autre état d'esprit, à une autre activité. Donc, si on fait une séance ensemble, je vais préparer cette séance, je vais avoir ma routine de préparation de séance, on va faire cette séance et j'aurai, tout comme vous avez à la fin d'un match, une routine de fin de match, je vais avoir à la fin de ma séance ma routine pour passer à un autre état. Après, moi, je prends pas, on va dire, 7 ou 8 suivis dans la journée, quoi. Quand tu as déjà fait deux coachings dans la journée, c'est déjà, pour moi, c'est suffisant, j'ai envie de dire. Ok. Et justement, tu disais au tout début, quand tu te cherchais un peu avant de faire des études supérieures, tu voulais te sentir utile à la société, aider les gens. Et est-ce que ce métier-là, du coup, est-ce qu'il t'aide à te sentir utile? Est-ce que... Et je me sens utile dans le sens où quand je vois les progrès chez les autres, chez le joueur que j'accompagne, oui, je me sens utile. Après, c'est aussi un métier qui travaille avec l'humain. C'est jamais pareil. Pour le coup, tu n'as pas de routine. C'est quelque chose où c'est changeant. Tu peux rien programmer puisque tu ne sais pas comment va se dérouler la séance. Tu ne sais pas quand tu accueilles le joueur, tu ne sais pas dans quel état d'esprit il va être. Tu ne sais pas s'il a fait un bon match, pas un bon match, comment il a vécu les choses. Donc, en fait, c'est une adaptabilité constante. Donc ça, moi, j'adore. L'adrénaline que ça génère aussi, parce que mine de rien, quand je regarde les matchs, quand tu es sur le banc ou juste derrière le joueur, c'est pas comme si tu étais dans les gradins et du coup, tu vis le match aussi différemment. Et oui, je me sens utile dans le sens où la reconnaissance que te donnent les joueurs qui sont contents, satisfaits d'eux-mêmes, qui arrivent à être mieux dans leur peau, mieux dans leur tête. Ouais, j'ai l'impression d'être utile. Ouais. Et quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent? Un conseil ou des conseils? Quel conseil je pourrais donner? De toujours, je crois, chercher le point d'équilibre, c'est-à-dire de toujours se demander, de jamais être dans les excès et de toujours se dire tiens, je mets le curseur au bon endroit et je sais qui je suis et
peu importe ce que je fais, j'arrive à finalement me retrouver. C'est-à-dire que demain, le sport est terminé pour moi. Ça sera compliqué, ce sera une transition qui sera difficile, mais je sais que j'ai d'autres ressources à côté. Parce que j'ai un ancrage qui est stable, qui est là. Je sais que j'ai pas mis de côté mes proches, mes relations sociales, etc. Je vais avoir des gens qui vont me soutenir. Tout ça, c'est un mécanisme qui crée en fait une sorte de stabilité et d'équilibre. Donc de toujours chercher ce point d'équilibre, de toujours oser, parce que oser, moi si j'avais pas osé aller voir ces joueurs en bas de chez moi, je ne serais pas là aujourd'hui, quoi. Donc, d'oser et de saisir toutes les opportunités qui se présentent. Et justement, tu parles de trouver l'équilibre, le point d'équilibre avec en allant voir sa famille, peut-être faire des soirées, etc. Est-ce que ça fait partie de la préparation mentale? Ouais, oui, clairement. Oui. Moi, quand je fais mes séances, je m'intéresse à la vie du joueur, hein. Je m'intéresse à la vie de l'être humain que j'ai en face de moi et pas simplement au sport, justement. Et j'ai toujours tendance à dire, mais trouve autre chose que ton sport. Ressource-toi, fais d'autres choses, sors. Voilà, parce que c'est aussi ça qui va te permettre de performer. Tu peux pas être performant si tu n'es pas serein. C'est vrai. Et donc, si tu n'as pas de ressources, si on fait que puiser dans ton énergie et que tu ne sais pas comment recharger tes batteries, par exemple, tu ne peux pas être serein. Si tu ne sais pas qui tu es en dehors de ton sport, tu ne peux pas être serein. Donc, d'aller chercher cette sérénité par le biais de justement d'équilibrer les domaines de vie, la famille, les amis, les relations personnelles, la scolarité, le travail, l'éventuelle reconversion, enfin voilà. Tout ça, ça crée en fait un peu un écosystème qui permet d'entrer dans la performance. Des fois, c'est décrié, entre guillemets, de faire la troisième mi-temps, de trop ça. Après, il ne faut pas en abuser, comme tu dis, il faut trouver le point d'équilibre, mais je pense que c'est important des fois de décompresser. On en parlait sur l'épisode avec Adam qui avait été aux États-Unis et qui était tout seul pendant le Covid, etc. Et le fait d'être revenu à Paris, de faire ses soccer entre les entraînements et tout, lui disait que ça l'avait aidé pour se retrouver. Donc c'est toujours important de reparler de ça. Après, tu auras toujours différents sons de cloche, hein, je pense. Tu as différents courants de pensée, tout comme en psychologie, tu as différents courants de pensée. Et maintenant, il faut trouver aussi le préparateur mental qui correspond à ta vision des choses, hein. C'est des fois, je ne sais pas moi, vous avez par exemple, je sais pas, un médecin, il a son diplôme de médecin, mais pour autant, vous pouvez ne pas accrocher avec ce médecin-là, hein. Eh ben, c'est exactement pareil avec le préparateur mental. Il faut aussi un feeling, le feeling, la confiance, se sentir à l'aise, et aussi être dans la dynamique et la philosophie que défend le préparateur mental. Et pour terminer cet épisode, avant de passer au légendaire gimmick de notre podcast, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Anne-Sophie? Est-ce que tu as des projets? Oui, alors, moi j'ai créé il y a 6 mois maintenant Ikigai Performance. C'est une école qui est dédiée vraiment au mental et à la performance humaine, mais qui est vraiment réservée aux sportifs, mais aussi aux non-sportifs. Et l'idée, c'est justement de pouvoir se dire comment finalement la préparation mentale, elle peut servir à tout le monde et comment je peux m'en servir en dehors aussi du sport. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que Ikigai Performance accompagne plein de gens et que plein de personnes puissent créer leur propre réussite, je crois. Et comment on peut avoir des infos sur Ikigai Performance?
Enfin, sur les Ikigai, réseaux. oh, Ikigi, c'est Ikigai, non mais oh. Ikigai, pardon. Peut-être que Ikigai, tu comment connais. Du coup, peut-être que Ikigai, ça vous parle peut-être pas. En fait, c'est un concept japonais, ça vient de la philosophie japonaise. Et ça veut dire raison d'être, le pourquoi tu te lèves le matin. Et de trouver en fait cet Ikigai, de savoir pourquoi tu te lèves le matin, c'est en lien avec qui tu es. Et donc, c'est pour ça que je l'ai relié aussi à la question de la performance, puisqu'il faut comprendre qui on est pour pouvoir être performant. Donc, si on veut des infos, sur les réseaux sociaux, Ikigai Performance. Allez checker la page alors, sur Instagram, je sais pas, Instagram, LinkedIn. Instagram, LinkedIn, Facebook. Et allez-y. Magnifique. Et n'oubliez pas de vous abonner à la bonne passe en même temps aussi. Et de liker et de commenter, bien sûr. Et du coup, c'est quoi pour toi la définition d'une bonne passe? Alors, une bonne passe, je dirais que c'est l'essai qu'on va pouvoir transformer. Ça veut dire c'est la passe qui va t'amener à autre chose derrière de concret, qui va te permettre de concrétiser. Pour moi, c'est ça la bonne passe. Un peu une définition en rugby, essai, transformation. C'est pas propre au basket, la bonne passe, si. Non, c'est tous les sports. C'est pour tout le monde. Tout le monde est bienvenu. Donc, pour terminer, est-ce que tu connais notre gimmick d'ailleurs, Anne-Sophie? Bah oui, je le connais. Je suis fan de l'émission. Hein. J'ai écouté les 2 premiers épisodes. Eh ben écoute, je vais dire 1, 2, 3 et on va dire le mot magique. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Allez. 1, 2, 3. Bonne passe. Merci à toi en tout cas, Anne-Sophie, pour cet épisode et pour nous avoir ouvert les portes de la préparation mentale. Merci à vous de vous intéresser à la préparation mentale. C'est aussi parce qu'il y a des initiatives comme ça que finalement ça va se démocratiser aussi.